suis cardiopédiatre et cardiologue congénitaliste. C'est-à-dire que, à différence des cardiologues dont vous entendez beaucoup plus parler peut-être, qui s'occupent de mamie et papy, je m'occupe de toutes les pathologies cardiaques qui atteignent les enfants encore avant la naissance. Je m'occupe du coup des bébés qui viennent de naître et aussi des enfants d'âge un peu plus avancé, des adolescents, et je les accompagne jusqu'à la vieillesse. La cardiologie pédiatrique, du coup, c'est une branche de la cardiologie qui est polyédrique, qui vous permet de choisir ce dont vous avez envie de vous occuper. Vous pouvez choisir de vous occuper du diagnostic de ces maladies, ou bien vous pouvez choisir aussi de la prise en charge et du coup choisir d'être plus interventionnel et de faire des petites interventions. Quelle est votre formation? Alors, je suis médecin, bien évidemment, cardiologue, et j'ai acquis des compétences spécifiques en cardiologie pédiatrique et congénitale grâce à des diplômes universitaires, diplômes interuniversitaires et l'expérience sur les champs. Du coup, dans les services de cardiologie congénitale, ce sont des services qui sont dédiés à la prise en charge des cardiopathies très complexes qui atteignent bébé, encore une fois, depuis leur naissance ou bien avant. Vous avez un accent, Madame Local? Très discret. Est-ce que vous avez fait un accent très charmant? Est-ce que vous avez fait vos études en France? Moi, personnellement, j'ai fait mes études en Italie, c'est-à-dire j'ai passé mon diplôme de médecine en Italie. Après, j'ai fait mes études de spécialité en cardiologie en Italie, mais j'ai demandé à faire un dernier stage avant mon diplôme, avant de discuter ma thèse, ici en France. J'ai demandé de façon spécifique à m'occuper des cardiopathies congénitales parce que les Français sont très forts en ça. Et du coup, j'ai demandé à faire une formation entre Nîmes et Necker aussi. J'ai préparé ma thèse sur cet argument et du coup, je me suis diplômée en effet en Italie. À parcours terminé, les diplômes dans toute la communauté européenne de toute façon sont équivalents. Du coup, j'ai juste demandé la traduction et j'ai pu exercer en tant que médecin en France. Mais pour les confrères qui décident d'entamer le même parcours en France, c'est en pratique la même chose. Très bien. Donc vous n'avez jamais pratiqué en Italie? J'ai pratiqué en Italie pendant mon internat. D'accord. Mais pas en tant que cardiopédiatre. D'accord, en tant qu'étudiante? Oui. En fin d'études? Oui, tout à fait. Camille? Est-il possible d'accéder à ce métier par une formation différente de la vôtre? Oui, dans le sens que il faut obligatoirement être médecin, mais on peut être pédiatre et se former à la cardiologie et notamment à la cardiologie pédiatrique. Vous n'avez pas d'autres spécialités qui peuvent accéder à ce type de profil. À votre avis, au collège et lycée, dans quelle matière faut-il être particulièrement bon pour réaliser votre métier? En tout, c'est possible. Très bonne réponse. Même en latin. Même en latin. Oui, on a besoin d'un peu de tout en fait. Déjà, la méthode d'étude, la formation classique, ça vous aide beaucoup dans la structure de la pensée et aussi dans les langages qu'on va utiliser dans une langue comme dans une autre, parce que l'origine est commune. Du coup, c'est vrai que ça facilite beaucoup l'apprentissage de mots qui sont très complexes en médecine. Le fait de connaître un peu le latin ou le grec, ça va beaucoup vous aider à retenir, surtout en phase initiale, énormément de mots complexes. Études scientifiques, c'est un peu obligatoire. Hein. La science, c'est quand même à la base de notre formation, tout ce qui est la biologie, l'anatomie, les maths. Il faut faire des prescriptions, il faut bien calculer par rapport au poids, à la surface corporelle. Et après, bon, ça c'est un avis vraiment strictement personnel. S'intéresser aussi à d'autres choses. L'art, ça vous aide à développer une certaine sensibilité qui est quand même très utile. Et personnellement, c'est très utile aussi pour me rappeler chaque jour, malgré parfois on vit des journées difficiles, que ça existe toujours quelque chose de délicat, que ça existe toujours la beauté. Dans le monde en général et même voilà, surtout quand vous vivez quelque chose de pas très facile à l'hôpital, parce que la pédiatrie c'est toujours un peu difficile et délicat. Est-ce que la majorité de vos patients sont des patients malades? Pardon? Est-ce que tous vos patients sont des patients malades? Pas tous, mais la majorité oui.
Les patients qui ne sont pas malades sont les patients qu'on voit en consultation externe parce que le médecin traitant doute, entend un petit bruit à l'auscultation et alors on nous demande un avis. Et là, ça va être une consulte tout simple, on examine l'enfant, on dit l'enfant va bien et on s'en occupe plus, bien évidemment. Mais les patients qu'on suit, oui, sont tous malades. Dans quel environnement votre métier peut-il se réaliser? Alors, il peut se réaliser à l'hôpital et aussi en libéral. Ceci étant dit, en libéral, c'est un peu compliqué parce que la prise en charge des enfants, ça nécessite des surveillances particulières qu'on peut offrir qu'à l'hôpital. Tout simplement. Papy va voir le cardiologue prescrit un cachet, il le renvoie à la maison, papy prend son cachet, il sent plus ou moins bien, mieux, ou pas du tout, et il ne sent pas de différence. Il va voir le cardiologue le lendemain pour dire ça ne va pas. Chez un enfant, on ne peut pas faire ça en fait. On prescrit des médicaments, ça nécessite une surveillance très stricte avec des scopes en place 24 heures sur 24 pendant quelques jours pour s'assurer vraiment que les médicaments soient bien tolérés. Ou bien parfois, on dit quelque chose de très intéressant pour moi, la constante du temps en pédiatrie est différente par rapport à la constante du temps chez les adultes. C'est-à-dire que chez un enfant, les choses peuvent se compliquer très vite, beaucoup plus vite par rapport à ce que la même maladie pourrait faire chez un adulte. Et de ce fait, dès qu'on a la moindre suspicion de quelque chose qui ne va pas, on ne laisse pas partir l'enfant, on le garde à l'hôpital, même pour surveiller tout simplement. Du coup, oui, on peut faire ça aussi en libéral, mais en contact avec l'hôpital et des vacations à l'hôpital sont indispensables pour la prise en charge complète de l'enfant. Donc vous travaillez exclusivement à l'hôpital, 100% du temps à l'hôpital? Moi, je travaille exclusivement à l'hôpital. Après, j'ai demandé une petite réduction de temps de travail pour me dédier aussi à mes enfants, mais je travaille exclusivement à l'hôpital. Bon, on imaginait que votre métier se réalisait à l'hôpital. Isor, le sac. Votre métier nécessite-t-il des déplacements? Que pour la formation. Que pour la formation. C'est-à-dire que, bon, en général, non. Après, c'est vrai qu'on aime bien au moins 2 fois par an faire des petites mises à jour dans des centres de haut niveau de compétences, Paris, Marseille. Et du coup, à ce moment-là, on prévoit des journées rien que pour la formation. Parfois, moi personnellement, j'ai décidé de faire quelque chose en plus. Du coup, je m'occupe aussi de génétique, des pathologies congénitales sur base génétique. Du coup, là où on trouve aussi des anomalies des gènes, c'est une prise en charge très particulière, avec une législation derrière très particulière. L'année dernière, j'ai passé une semaine de formation à Lyon parce que c'est un gros centre de compétences. Et du coup, je me suis déplacée cette petite semaine rien que pour ça. Du coup, encore une fois, c'est que pour la formation. Ce n'est pas vraiment obligatoire, mais c'est quand même indispensable par rapport à ce qu'on fait, si on a envie de progresser. Est-ce que c'est ce que les enfants entendent peut-être passer sous le terme de congrès, les congrès des pédiatres ou les congrès des cardiologues? Est-ce que ce sont ces formations-là? Aussi, c'est encore différent peut-être? C'est aussi ça, c'est pas que ça. Ce sont des congrès, du coup, des réunions de spécialistes. Normalement, nous, on aime bien participer au congrès avec les cardiochirurgiens, les gens avec qui on travaille au quotidien. Du coup, ça peut se faire aussi sur une soirée, tout simplement. Mais parfois, la formation, ça nécessite vraiment ça se compose, d'une partie théorique, qu'on s'assoit, comme vous faites là maintenant pendant cette phase de votre vie pour prendre des cours. Et après, on fait un travail pratique en consultation avec d'autres équipes par rapport à la nôtre, dans d'autres hôpitaux par rapport à celui où on travaille. Du coup, c'est les deux choses ensemble en fait. Que préférez-vous dans votre profession? Quels en sont les avantages? Alors, avantages, je ne sais pas si je pourrais répondre à ça. On a les inconvénients après. Rassurez-vous, il y a le reste après, mais il y a bien quelques avantages. Qu'est-ce que j'aime? Il y a 2 éléments. La première, c'est très satisfaisant pour moi de régler un problème, parfois très très compliqué. C'est satisfaisant pourquoi? D'une part, je vois un enfant qui va mieux, des parents qui sont plus souriants, une évolution qui est favorable, c'est mon métier. Et après, j'avoue que tellement
parfois c'est tellement complexe que c'est une satisfaction vraiment personnelle d'arriver à régler des problèmes vraiment très difficiles à régler. L'autre chose que j'aime bien, c'est aussi les côtés humains de cette spécialité, parce qu'avec les enfants que vous suivez parfois pendant longtemps, des années, on développe des relations qui sont quand même très attachantes. C'est les deux aspects vraiment positifs. Est-ce qu'il y a des avantages, juste excusez-moi Isor, on pose cette question aussi pour savoir s'il y a des avantages. Bon, on pose parfois la question des avantages en nature. Je suppose que peut-être que vous pouvez vous faire opérer du cœur plus facilement, Madame Locale. Vous avez des opérations gratuites ou des... Non. Non. Est-ce qu'il y a des avantages autres Parfois, je reçois des jolies boîtes de biscuits, petits chocolats et des dessins que les enfants me préparent avec grand soin avant de me voir. Non, il n'y a pas d'autres avantages. À l'inverse, quels sont les aspects les plus difficiles de votre profession? Les aspects les plus difficiles, deux là aussi, voir, constater et métaboliser la douleur en pédiatrie, c'est pas facile. Vous voyez, c'est un peu plus physiologique, on va dire, naturel, de voir quelqu'un qui vieillit et qui a un problème. C'est un peu plus difficile quand c'est un petit bébé qui vient de naître ou qui n'est pas encore né. Voir qu'il est malade, voir qu'il ne va pas bien, voir la souffrance aussi dans les yeux des parents, ça c'est pas facile. Et l'autre chose, c'est un gros problème, c'est qu'une journée est faite que de 24 heures. C'est le manque de temps. C'est ça les deux problématiques que je vis au quotidien. Est-ce que c'est une question d'organisation à l'hôpital ou est-ce que c'est... Non, je ne crois pas. Mais je suis quelqu'un de très carré, très bien organisé. Parfois, on me demande d'organiser les journées. Du coup, non, ce n'est pas ça le problème. Non, c'est... 48 heures, vous manqueriez de temps quand même. Oui, tout à fait. Est-il possible de donner une fourchette de salaire, revenu, début, milieu ou fin de carrière? Alors, tout début de carrière, c'est-à-dire même les internes, les spécialistes qui ne sont pas encore spécialistes mais qui vont l'être bientôt, prend aux alentours de 28 000 € brut par an. Mademoiselle... Oui, c'est pas mal, je suis d'accord avec vous. Mais pour des sacrées journées de travail. Hein. D'accord. Donc ça, c'est un début de carrière ou même avant le diplôme. Milieu de carrière, vous avez aux alentours de 66 000 bruts par an. Et en fin de carrière, c'est par an. Oui, non, pas par mois. Et pas par jour non plus. C'est brut, hein. Oui, tout à fait. Et à fin de carrière, on peut arriver jusqu'à 110 000 € par an, toujours brut. Ceci étant dit, tout cela, c'est hors astreinte, garde, et pour une activité développée qu'à l'hôpital. Et si on n'est pas professeur d'université ou si on n'a pas entamé une carrière universitaire. C'est-à-dire que ça, en effet, c'est le minimum. Vous pouvez gagner plus si vous faites plus de garde, si vous faites plus d'astreintes, si vous vous engagez dans la carrière universitaire. Ce n'est pas l'enseignement. L'enseignement, ça fait un peu partie aussi de notre rôle à l'hôpital. Moi, je ne suis pas universitaire, je suis que praticien hospitalière. Et pourtant, on donne quand même des cours aux internes. Tous les semestres, on accueille les nouveaux arrivés avec des cours basiques sur les pathologies qui leur intéressent le plus. Du coup, vous pouvez gagner beaucoup plus. Et bien évidemment, si vous vous mettez en libéral, vous pouvez gagner même 3 fois autant. Mais après, bon, tout ça dépend de vous en fait. C'est des sacrées journées. En termes d'heures, peut-être en termes d'heures sur l'année, les vacances, est-ce que vous pourriez nous dire, est-ce que c'est par jour, est-ce que c'est par semaine, est-ce que ce sont des semaines de 35 heures ou comment ça se passe? Alors, on ne compte pas les heures sur la semaine. Nous, on a un badge que pour ouvrir les portails et les portes à l'intérieur, on n'a pas d'horaire. En fait, on sait qu'on commence à 8 heures du matin. Il y a des journées qui sont cool, où heureusement tout le monde va bien. Et du coup, vers 18h30, je peux rentrer chez moi.
Il y a des journées qui se terminent beaucoup plus tard. Parce qu'on reçoit l'urgence dernière minute, il faut s'occuper de bébé, on ne garde pas la montre. C'est pour ça que je vous dis, oui, c'est un bon salaire, mais c'est aussi beaucoup de travail derrière. Et les vacances? Les vacances, on a 25 jours par an, que des congés annuels. Après, on a aussi une récupération du temps de travail. Du coup, c'est une sorte de forfait. Ils reconnaissent le fait qu'on travaille beaucoup plus par rapport à ce qui est établi par nos contrats. Et du coup, on a aussi une vingtaine de journées par an de plus de congés dont on peut profiter. Après, c'est toujours délicat, ça dépend des services, parce que parfois, pour exigence de service, vous ne pouvez pas poser votre journée de récupération. Et après, vous avez aussi 15 jours par an de congé de formation. Et on peut s'absenter 15 jours pour participer à ce que... Oui, c'est ça, ça fait partie de mon contrat et du coup, je n'ai pas posé des congés annuels. Quelles sont les qualités essentielles des professionnels de votre branche? Alors, au niveau des compétences et d'édition, les qualités vont ensemble, à mon avis. Patience. En pédiatrie, c'est indispensable. Un petit examen qui dure 10 minutes chez un adulte, ça peut durer 1 heure, 1 heure et demie chez un enfant qui n'a pas envie qu'on fasse cet examen. Et pourtant, il faut le faire. Et après, sang-froid. Parfois, on a des situations difficiles à gérer. Il faut être fort sur ça. Il faut avoir vraiment gardé son sang-froid. Très bien. Donc, compétences, patience et sang-froid. Très bien. Travailleur aussi. Oui. D'édition. Oui. Ça va, Ça va avec, effectivement. Très bien. Est-ce qu'il y a des qualités ou des défauts peut-être à ne pas avoir? Trop d'empathie. Trop d'empathie. Ah, vous pouvez expliquer aux enfants? Peut-être qui sait ce que c'est que l'empathie, on l'a dit la dernière fois. Timothée. C'est quand on ressent la douleur de... Oui, on l'avait dit la dernière fois. Quand on ressent la douleur de l'autre, c'est ça? Oui, c'est ça. Un bon médecin, il est capable de rester froid. Et parfois, ce n'est pas facile. Si pour nature, moi, je suis quelqu'un de très empathique. Et j'ai beaucoup travaillé sur ça et je continue à le faire. Et je m'en sors bien. Mais j'avoue, c'est un travail quotidien. Pourquoi ne faut-il pas trop être empathique dans le cas? Déjà pour pouvoir survivre bien à toute cette expérience. C'est difficile, c'est une stimulation continue que vous avez avec des enfants qui ne vont pas bien. Il faut rester vraiment froid. Et après, pour prendre des bonnes décisions, il faut rester froid. Quel autre corps de métier êtes-vous en relation? Déjà, avec d'autres médecins, mais qui s'occupent d'autres spécialités, ça c'est le quotidien. Les cardiologues pédiatriques et congénitalistes ont beaucoup à faire avec les chirurgiens qui s'occupent après de la correction des maladies dont nous on s'occupe au long terme. Après, on a aussi affaire avec les infirmières, les puéricultrices, les aides-soignantes. On a affaire avec les psychologues, les ingénieurs qui nous aident avec tous nos outils, toutes les machines qu'on utilise. Et c'est très important ce qu'ils font pour nous apprendre déjà à comprendre le fonctionnement de certaines machines, pour améliorer nos compétences techniques aussi avec les machines qu'on utilise. Quelles sont les perspectives d'emploi de la prochaine décennie? 100% de possibilités, 100% de réussite si vous avez envie de le faire. Pas de chômage pour les cardiopédiatres, pas possible. Nous sommes vraiment très peu nombreux. Dans les gars, on n'est que 2. Ah oui. Et moi, je suis la seule qui s'occupe des adultes. Dans les héros, vous en avez une dizaine. Après, je ne pourrais pas vous donner des chiffres exacts parce qu'il n'y a pas de registre. Étant donné qu'il n'y a pas une spécialité spécifique de cardiologie pédiatrique, mais il y a les cardiologues et les pédiatres et qui ont une partie de cardiologues et une partie de pédiatres qui s'occupent de ça. Il n'y a pas de registre, du coup, je n'ai pas de chiffres précis, mais on n'est pas trop nombreux. Et en plus, c'est très intéressant à ce sujet de connaître un peu l'histoire de la spécialité. En fait, il faut considérer qu'avant 1960, tous les enfants qui naissaient avec une cardiopathie congénitale étaient considérés comme incurables. Aux alentours des années 60, ils ont développé des techniques de chirurgie très pointues, la circulation extracorporelle, du coup toutes les machines qui permettent de brancher cœur et poumon, qui puissent fonctionner pendant des interventions très lourdes.
Ils ont développé des bonnes techniques chirurgicales. Et dans les années 80, ils ont bien développé aussi tout ce qui est intervention mini-invasive, on va dire, c'est-à-dire toutes les interventions qu'on peut faire en passant par les artères, par les veines, sans ouvrir la poitrine. De ce fait, en fait, maintenant, les 96%, la presque totalité des patients qui sont nés avec cardiopathie congénitale atteignent l'âge adulte. Et là, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de spécialistes qui connaissent. Et il y a beaucoup de patients qui ont atteint l'âge adulte avec ce type de pathologie. Du coup, c'est tout, oui, voilà, c'est tout nouveau et il y a une demande énorme. Déjà, il y a une demande énorme des médecins tout court. Mais dans la spécialité, il y a une très très forte demande. Il faut considérer aussi que les cardiopathies congénitales, c'est vrai, font partie des maladies rares. Mais parmi les maladies rares, sont les plus fréquentes. Du coup, c'est une sacrée population qu'on voit à l'âge adulte, atteindre l'âge adulte avec ce type de maladie et très peu de médecins qui s'en occupent. Du coup, c'est 100% des possibilités. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, Madame Locale, ce que vous entendez par une cardiopathie congénitale? Vous pourriez expliquer aux enfants ce que ça veut dire cardiopathie, peut-être déjà certains savent. Cardiopathie, c'est une maladie du cœur. Vous voyez les Grecs. Cardio, du coup, cœur, pathie, pathologie. Congénitale, née avec, du coup, avec laquelle on est né, qu'on garde depuis la naissance ou bien depuis l'anténatal. On a des pourcentages en France de maladies sur la population? Combien de personnes seraient C'est environ 1%. 1% de la population de l'âge pédiatrique. Avec la totalité, presque totalité des enfants qui arrivent à l'âge adulte. Du coup, on considère un nombre 3 fois plus élevé d'adultes avec ce type de pathologie. Est-il possible de décrire une journée type? Oui. Une journée type Non, ça me fait rire parce qu'une journée type, en fait, elle est composée par 3 journées. Première partie, je me lève, bien avant le soleil. Et j'organise ma vie familiale, parce qu'il faut s'occuper des enfants, je prépare les boîtes à goûter, je prépare le repas pour le soir, parce que je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer. Parfois, je lis quelque chose, parce qu'il y a une discussion dans la journée et il faut bien se préparer un peu. Vers 8h, 8h30, je suis à l'hôpital. Du coup, on commence par un staff, c'est la deuxième journée. On commence par les staffs, c'est-à-dire une réunion avec les autres confrères de l'hôpital où on discute des malades les plus complexes hospitalisés ou les patients qui ont transité la nuit pour lesquels il faut prendre une décision. On va faire la visite, du coup on va examiner les patients hospitalisés, on s'occupe des prescriptions. Entre-temps, on peut être appelé par les urgences, par les médecins de la maternité, parce qu'un bébé vient de naître et qui en souffre un petit problème. Je travaille beaucoup aussi avec la réanimation néonatale et les soins intensifs de néonatologie. Du coup, parfois, on m'interpelle aussi, pas vraiment pour des problèmes cardiologiques, mais pour des évaluations hémodynamiques que les outils qu'on a à disposition nous permettent de faire. Et du coup, je mets en place à service d'autres spécialités aussi. Ensuite, petite pause pour manger quelque chose et ensuite consulte externe. Du coup, je reçois des patients qui viennent en consultation avec leurs parents, chacun avec sa question, envoyée par les médecins traitants. C'est la troisième journée, ça? Non, ça c'est toujours la deuxième. Les appels par les urgences peuvent arriver à n'importe quel moment de la journée. Après, il y a aussi des examens complémentaires à faire. On fait des examens de rythme cardiaque, les holtères. On a beaucoup d'examens complémentaires à faire, les épreuves d'effort, si ça vous dit quelque chose. On s'occupe de répondre aux courriers, aux mails. On s'occupe de dicter nos courriers de consultation, de valider, et du coup d'une partie administrative. Et après, c'est la troisième journée, là où je rentre chez moi, j'ai mes ressources, c'est très important. Du coup, je profite de ma famille. Et après, les soirs, après que tout le monde se couche, c'est le petit moment pour moi, un petit tapis pour se détendre un peu, lecture. Et Marie aussi. Marie, quand même. Oui, vie familiale, oui, voilà, c'est ça. Mais c'est indispensable parce que les journées sont tellement longues et s'enchaînent l'une après l'autre
que si vous ne coupez pas au milieu, c'est difficile d'arriver en bon état à la fin de la semaine. Il faut arriver toujours en force, parce que le lendemain, ça va être une nouvelle aventure. Et après, la chose intéressante, c'est aussi que malgré le fait que la routine soit toujours la même, il n'y a jamais une journée à l'hôpital qui se reproduit de la même façon. Chaque jour, c'est vraiment une nouvelle aventure. Très bien. Donc l'importance du repos, c'est important pour nos collégiens aussi pour arriver en forme tous les matins, le repos et le sommeil. Oui. Très bien. Isadora. Y a-t-il un autre métier que vous auriez aimé faire? Non. Non. Aucune autre spécialité, non? Aucune autre spécialité. J'ai choisi de faire cardiologue quand j'avais votre âge. J'ai tout fait pour rentrer dans l'école de médecine à l'époque en Italie, c'était très difficile. J'ai beaucoup travaillé même dans les domaines de la biologie, de la recherche, parce que je savais que c'était les points faibles du professeur de l'école. J'ai tout fait vraiment pour me faire accepter. Et du coup, j'ai présenté ma demande de thèse de médecine que j'aurais passée en 6e année quand j'étais en 3e année. Je savais ce qu'il fallait faire. Après, concernant la cardiologie pédiatrique, c'est vrai quelque chose que j'ai découvert par la suite, parce que dans les centres où je me suis spécialisée en Italie, où je m'occupais surtout de cardiopathie ischémique, du coup des infarctus, j'ai découvert la cardiologie pédiatrique un peu par hasard. Je me suis dit, je vais aux urgences, un enfant vient me voir, et moi je ne sais pas trop quoi faire. Du coup, j'ai décidé de compléter ma formation par ça, et là c'était tellement passionnant que je fais mon choix. Je ne pourrais pas faire autre chose. Très bien. On peut dire que des élèves, vous nous avez apporté un petit objet, madame. Du coup, oui, forcément. Bon, c'est pas facile à deviner, je pense. J'avais des stéthoscopes, forcément. Oui, c'est ça. Stéthoscope. Les Grecs, stéto, poitrine, scope, exploration. Du coup, stéthoscope. C'est le symbole de quelle profession? Oui, le médecin, oui. Tous les médecins s'en servent. Mais c'est vrai que les cardiologues, en général, ne peuvent pas s'en passer de ça. Alors, comment fonctionne un stéthoscope, madame? Déjà, à quoi ça sert? En fait, ça vous permet de recueillir un bruit et l'amplifier, de façon à pouvoir mieux l'entendre sur votre membrane tympanique. Vous avez une cloche, une membrane, vous avez une tubulure, un caoutchouc en général, qui est fermé de façon hermétique. Vous avez la lyre, c'est toujours des tubulures, mais ils sont rigides, ils ne se laissent pas plier, comme là. Et après, vous avez les embouts qui vous servent pour guider en fait l'outil dans vos conduits auriculaires. Ça capte le son, les sons vibrent du coup, ça fait vibrer la membrane d'un côté ou d'un autre, ça transmet jusqu'au tympan, que vous puissiez du coup identifier les sons cardiaques, les bruits anormaux. Il y en a de différentes formes, différents types, avec des outils différents aussi intégrés. Là, vous avez les formes les plus simples, avec cloche et membrane. Du coup, là, oui, c'est ça. Il y en a des plus petits aussi pour les nouveau-nés. Ils ont une poitrine très petite et du coup, ça vous permet de localiser en fait un peu mieux les bruits anormaux que vous entendez. La membrane, là, capte les sons les plus aigus et là, les sons les plus graves de l'autre côté. Vous avez, comme je vous disais, des formes très simples, sont les plus anciennes, et vous en avez d'autres que vous pouvez brancher à l'ordi, qui vous permet d'enregistrer des sons, de les réausculter par la suite. Si vous êtes un peu sourd, ça vous aide aussi parce qu'on peut augmenter les volumes du bruit qu'on entend.
Et vous en avez encore des milliers d'autres types. Hein. Pas des milliers, mais vous avez beaucoup de types différents. Le choix, ça dépend un peu du budget que vous avez envie de dépenser. Et aussi de l'habitude que vous faites en certains stéthoscopes. Moi, c'est celui que j'aime le plus, que je garde depuis 20 ans. Il est toujours le même. Je m'occupe soigneusement de le nettoyer chaque jour parce que je le connais. J'ai appris à connaître chaque bruit qu'il fait de lui-même quand on touche la touboulure ou bien quand je change la cloche ou la membrane. Et je suis plus à l'aise avec celui-là. Et alors là, sur la poitrine d'un tout petit bébé qui vient de naître, aussi bien sur la grosse poitrine d'une personne âgée, moi j'utilise toujours le même et j'ai l'habitude de ça et je change pas par d'autres stéthoscopes. C'est une relation très particulière. Oui, c'est ça. Et c'est très utile pour les cardiopédiatres. Parfois, pour les cardiopathies, les pathologies cardiaques congénitales les plus simples, on arrive à poser diagnostic que grâce à ça. Au niveau des compétences, certes, mais aussi l'habitude et des souffles assez typiques qui nous font dire ça, c'est un petit trou à tel endroit. Ou bien ça c'est un trouble du rythme. Et après certes on va valider les diagnostics avec d'autres instruments beaucoup plus complexes et performants, mais la plupart du temps on arrive à poser les diagnostics qu'avec ça. Mais peut-être montrons ce que c'est, qui a déjà vu ça. Ah, vous avez regardé. On vous l'a déjà fait? À votre maman. Ah, à la maman. Est-ce que c'est la même chose que quand on fait sur une dame enceinte? Oui, c'est exactement le même examen, sauf qu'on utilise des sondes différentes. Échographie. C'est en fait un cardiopédiatre, c'est avec ça qu'il travaille. J'ai tout ce qu'il me faut pour poser des diagnostics même très complexes. Ça me permet d'examiner l'enfant, ça me permet en fait de voir le cœur sans s'ouvrir. C'est la question la plus drôle que les enfants me posent quand ils arrivent en consultation. Madame, est-ce qu'il faut m'ouvrir pour regarder mon cœur? Non, on n'ouvre pas les enfants, pas en première intention, on regarde avec ça. En fait, c'est un instrument qui contient des cristaux sur la partie la plus superficielle, qui envoie des ondes sonores, des sons, qu'on ne peut pas entendre. Ils sont envoyés vers les structures cardiaques, thoraciques en général, et chaque structure va réenvoyer l'onde d'une façon différente en fonction de quoi elle est composée, à quel niveau elle se trouve, à quelle profondeur. Et la machine qui est branchée à cette sonde, c'est un ordinateur qui est capable de traduire les ondes en images. Donc au final, nous on voit des images du cœur. Ça nous permet de regarder par la forme, est-ce que cette forme est normale? Et d'autre part, la fonction. Est-ce que chaque structure fonctionne de façon correcte? Et ça nous permet aussi de faire des évaluations hémodynamiques. C'est un peu comme de la pompe cardiaque, un peu comme elle peut faire un plombier. Mais nous, on le fait au niveau cardiaque, au niveau des vaisseaux. Vas-y. Des employés? Non, moi je suis employée à l'hôpital. J'ai pas une entreprise. Ça existe des cabinets en libéral avec plusieurs cardiologues qui s'organisent pour travailler ensemble. C'est une sorte de petite entreprise, mais il n'y a pas d'employé. L'employé, à la limite, ça pourrait être une secrétaire, mais on n'est pas dans cette optique. Quand vous avez dit que toutes les matières servent pour faire le métier, même la musique? Oh, mais très important la musique. Paolo, vous plaisantez? Madame, il n'y a pas des notes dans le corps? C'est dommage, oui. Le cœur, il fait plein de musiques différentes. Quand on fait l'échographie, déjà, tu apprends à comprendre si une valve est malade ou pas en fonction du bruit qu'elle fait. Et c'est très charmant. Je t'assure, les yeux fermés, tu arrives à comprendre, au bout d'un moment, avec un petit peu d'expérience, tu arrives à comprendre son valve sténotique, c'est-à-dire une valve c'est comme une porte, ok? Elle s'ouvre pour laisser passer le sang, elle se referme pour ne pas que le sang revienne en arrière. Parfois ça bloque quelque part, elle n'est pas normale, ça ne s'ouvre pas bien. Quand ça ne s'ouvre pas bien, ça fait un souffle assez typique et
ça donne une musique, c'est une vraie musique. En fait, et dès que tu l'entends, tu dis, ah mince, là, à cet endroit, cette valve, elle est malade. Et là... C'est un rythme. Oui. Après, l'activité cardiaque, c'est rythmique. S'il y a un trouble de rythme, ben, c'est exactement comme une anomalie de rythme que tu peux avoir dans la musique. Bon, là, on a rigolé un peu. Mais il y a quelque chose de très intéressant. Il y a des études qui ont été faites qui ont dit aussi que le médecin qui a des capacités en musique ou dans les domaines de l'art tout court, même s'il a fait des études différentes pour arriver à être médecin, par exemple, il fait des études plus professionnelles, il n'est pas allé au lycée scientifique, il n'est pas allé au lycée classique, il arrive à se débrouiller en médecine. On dit que la médecine, c'est un art, un peu comme la musique. Du coup, je pense que ça sert aussi, c'est pas indispensable, certes, mais ça peut aider. Attends, je complète les tours et je reviens vers toi. Est-ce que vous travaillez la nuit, souvent la nuit? Alors, la nuit, non, je ne travaille pas. Du fait que j'ai choisi de faire une spécialité très de niche, j'ai eu le droit de demander des choses à l'hôpital. Je voulais m'occuper de mes enfants. Et moi, je suis toute seule, je n'ai pas de famille ici. Du coup, c'est vrai que et mon mari, il est cardiologue aussi. Du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué de s'organiser avec les nuits. Je l'ai fait pendant quelques années et j'ai demandé d'arrêter. Du coup, je ne travaille pas les nuits, je ne travaille pas les mercredis, je ne travaille pas les week-ends. J'ai eu la possibilité de demander ça. Et la réponse était favorable par l'hôpital, encore une fois, parce que c'était un élément d'exception d'avoir un cardiopédiatre qui s'occupe aussi des cardiopathie congénitales. C'est difficile de dire non pour nous inviter à rester un peu plus. Voilà. J'ai 10 questions. Alors, la première, c'est vous avez à peu près combien de patients par jour? Patients par jour, j'en vois une quinzaine. Bonne question aussi. Et le français et l'histoire Alors, le français, pour moi, est indispensable. Le français, c'est très important. Comment vous parlez aux patients C'est ça. Oui. L'écriture, mais tu t'imagines un médecin qui ne sait pas parler? Déjà, moi, parfois, je fais un petit cours de répétition et pour améliorer mon accent et tout ça. En fait, il faut que les gens aient confiance en toi. La relation avec les patients, c'est une relation de confiance. Tu as fait un haut niveau de tout. Tu ne peux pas t'en passer de parler correctement. Et en plus, je vais te dire autre chose. Il faut arriver à le terminer, les parcours. Si tu ne parles pas bien français, je t'assure, tu es renvoyé à tous les examens. Désolée. L'histoire. Oui, c'est très intéressant. L'histoire, moi, alors l'histoire tout court, moi je me dis, l'histoire c'est indispensable pour nos vies. Une fois que quelqu'un a fait une erreur ou a fait quelque chose de bien, c'est important de connaître pour ne pas refaire la même erreur et pour continuer sur le bon chemin. Et ça c'est valable dans tous les domaines en fait de l'histoire. Que ce soit l'histoire de la médecine, que ce soit ton histoire personnelle, que ce soit l'histoire générale de ton pays, l'histoire de tout le monde en fait. Du coup, là c'est une considération plutôt générale, voilà. Est-ce que vous pouvez être appelé à 2 urgences en même temps? Oui, ça nous arrive. Vous faites comment? Sans froid, et sur la base des données qu'ils te donnent, tu choisis l'enfant qui est le plus grave et pour lequel il faut se dépêcher, et tu prends en charge. Et après, en général, il y a toujours au moins un urgentiste qui peut s'occuper du deuxième. Et du coup, tu termines avec la première urgence et tu vas voir la deuxième. Et entre-temps, parfois, tu es obligé à répondre au téléphone pour donner un coup d'aide au confrère urgentiste qui est bien capable de gérer des situations vraiment très graves et très urgentes. Il te donne des petits consignes. Et il va se débrouiller comme ça. Après, c'est quelque chose que ça reste exceptionnel. Hein, parce que ça nous est déjà arrivé, mais ça reste exceptionnel. Est-ce que les enfants, les parents sont davantage là que dans d'autres services? On imagine qu'en pédiatrie, il y a plus de parents autour de vous, les parents des enfants, ou est-ce que vous coupez ça, vous interdisez? Comment ça se passe? Ça dépend de la situation. Du coup, un enfant qui n'est pas en arrêt cardiaque, maman est toujours à côté, maman ou papa.
Et ça, c'est la règle générale. Après, bébé qui a un arrêt, un enfant qui a un arrêt, mais aussi bien qu'un adolescent, peu importe l'âge, bah là, tout le monde dégage, il faut se couper, il faut sauver la vie de l'enfant, et du coup, on ne veut personne à côté. C'est moche et méchant, mais il nous faut la place pour travailler. Il ne faut pas qu'on soit dérangé par l'inquiétude de maman, mais en général, dans l'équipe, il y a une personne désignée qui embrasse maman et l'accompagne à l'extérieur. Vous êtes rémunéré par l'État ou l'hôpital vous rémunère et il se gère tout indépendamment? Alors, personnellement, je suis rémunérée par l'hôpital, mais l'hôpital, il est lui-même remboursé par l'État, au moins en partie, parce que je suis praticienne hospitalière en temps indéterminé. Moi, j'ai passé mon concours pour être praticien hospitalier en France. Ils ont créé mon poste à l'hôpital à Nîmes. J'ai attendu les années qu'il fallait attendre d'expérience pour créer ce poste. J'étais embauchée par l'hôpital au long terme. Du coup, c'est l'hôpital qui paye, mais une partie lui est remboursée. Après, il y a d'autres praticiens hospitaliers pour lesquels ça ne marche pas comme ça. Parfois, si les postes n'est pas reconnu au niveau national, parce que parfois il faut du temps, des papiers pour créer ce poste, c'est que l'hôpital qui te paye et il n'a pas forcément de remboursement par l'État. On pose toujours la question aux intervenants aussi, quel que soit leur domaine, de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va faire évoluer votre profession, madame? L'intelligence artificielle, pas du tout. Alors, pas du tout. C'est trop drastique. Mais je ne vois pas comment un robot pourrait examiner un bébé à ma place, associer toutes les informations recueillies aussi par l'échographie. Non, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose envisageable à court terme. Et sur la création peut-être d'outils ou de prothèses peut-être cardiaques, est-ce que ça fait partie des choses qui seront touchées par l'intelligence artificielle? Peut-être dans les dessins des prothèses, oui. L'amélioration dans les logiciels utilisés par les échographes, oui. Parce qu'ils arrivent, grâce à l'intelligence artificielle, à reconstruire en tridimensionnel ce qu'on voit à l'échographie qu'en bidimensionnel. Ça, c'est très utile. Et ça, on l'utilise assez souvent. Mais à part ça... Pas de même vous êtes remplacé. Non, je ne serai pas remplacée. On ne sera pas remplacé par ça. Non. Pas dans l'immédiat. Ça t'est revenu. Vous vous occupez des enfants, mais est-ce que vous pouvez vous occuper des adultes? Moi, oui, parce que je suis cardiologue à la base. Et en plus, c'est vrai que les cardiopédiatres, tout court, du fait qu'ils s'occupent des pathologies rares, et que eux seulement connaissent par rapport à d'autres cardiologues qui ne font pas ça ou à d'autres pédiatres qui ne font pas ça, ils peuvent accompagner les enfants jusqu'à l'âge adulte. Du coup, parfois, on voit des pédiatres, des cardiopédiatres, qui suivent aussi les adultes. Oui. Est-ce que c'est possible de trouver sur un enfant ou un enfant ou un adulte des maladies que vous n'avez jamais vues? Oui. Oui, c'est-à-dire que c'est une des règles qu'on apprend en cardiologie pédiatrique. Tout peut se voir. Et alors, les maladies qu'on a déjà étudiées sur les livres, on peut les voir associées d'une façon différente. Et parfois, on voit des choses très très rares, exceptionnelles, que personne dans notre entourage n'a jamais vues et qu'on découvre. Et d'ici, la nécessité d'avoir un haut niveau de compétences, parce qu'il faut chercher la réponse dans tout ce qu'on connaît, il faut savoir chercher ailleurs, se documenter, et il faut comprendre assez rapidement quel est le fonctionnement de quelque chose qui ne te connaît pas. Mais oui, c'est possible. Et donc, des fois, on ne peut pas les soigner. Non, ça c'est exceptionnel. La plupart du temps, on peut soigner. On peut ne peut pas régler complètement les problèmes. On dit en cardiologie pédiatrique qu'on ne peut jamais guérir un enfant, il ne sera jamais guéri, mais on peut faire en sorte qu'il soit, que son cœur fonctionne de façon normale. Ça, on est capable de le faire. Dans la presque totalité des enfants, c'est exceptionnel d'avoir une cardiopathie pour laquelle on ne peut rien faire. La plupart du temps, on arrive à corriger. Sur
Pour ça, les chirurgiens, ils arrivent soit à reconstruire l'anatomie, du coup la structure d'un cœur normal, parfois ils arrivent à le faire, parfois ils n'arrivent pas à faire ça, mais cependant ils arrivent à construire un système qui fonctionne à peu près comme un système normal. Et de ce fait, l'enfant, il va bien, certes, il aura toujours besoin d'une évaluation par les cardiopédiatres, qui l'accompagnera tout le long de sa vie, c'est ça que je disais tout à l'heure, mais il pourra vivre une vie plus ou moins normale, ou le plus normale possible. Parfois, même pour des patients qui ont été opérés à l'âge pédiatrique, on peut autoriser des sports en compétition. Notre job, en fait, c'est aussi celui de permettre tout ce qu'on peut pour faire en sorte que l'enfant puisse grandir normalement et s'épanouir, faire tout ce qu'il a envie de faire. Parfois, on est moche et méchant, on est obligé à poser des restrictions, mais l'objectif, c'est de réparer les problèmes, de résoudre les problèmes. Et la plupart du temps, on arrive quand même à le faire. Est-ce que vous pourriez nous donner... Excusez-moi, je suis prioritaire sur les questions. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple, madame, de peut-être la maladie congénitale bénigne, si on peut appeler ça comme ça, la plus classique, celle que vous voyez très régulièrement et finalement qui peut permettre de vivre normalement, ce sont les communications interventriculaires. Par exemple, c'est-à-dire, oui, non, ça existe, c'est la cardiopathie qu'on voit le plus fréquemment, la cardiopathie congénitale. En fait, c'est un petit trou entre les deux ventricules. Les ventricules sont les cavités cardiaques qui ont fonction de pompe. Ce sont les cavités qui propulsent le sang vers les organes ou vers les poumons. Et en fait, normalement, on est censé avoir une paroi fermée qui divise les deux parties de la pompe. Parce que la partie de la pompe qui envoie le sang au cerveau, elle n'est pas en communication avec la partie de la pompe qui envoie le sang au poumon. Et bien parfois, on a un petit trou, la communication interventriculaire. Et la plupart du temps, il se trouve au niveau du muscle cardiaque, loin des valves, loin d'autres structures importantes. Et dans la première année de vie, on voit dans la majorité des cas la fermeture spontanée. Le muscle, il va s'organiser tout seul, il bouge ce petit trou et l'enfant vit normalement. Et même dans la pire des hypothèses où ce trou il reste toujours là, pendant toute la vie, on fait des contrôles, on fait des épreuves d'effort, on fait des examens complémentaires et on dit ok, vie normale, sport en compétition possible. Cinquième, écoutez bien parce que vous allez voir ça plus tard dans l'année. C'est au programme de cinquième. Le programme de cœur et cette pathologie-là est mentionnée. D'accord. Comment faites-vous pour soigner un bébé qui est encore dans le ventre de la maman? Ça dépend de la pathologie. Si c'est un trouble du rythme cardiaque, un trouble de la partie électrique du cœur, on donne cachet à maman pour arriver au ventre du bébé, pour arriver dans le ventre jusqu'à bébé. Et bébé, il va absorber une partie des médicaments qu'on donne à la maman. Et on arrive à réduire les anomalies rythmiques grâce à ça, caché à maman, et ça fonctionne. Parfois on n'arrive pas, il faut sortir bébé et il faut s'en occuper. Cardiopathie congénitale, c'est-à-dire structurelle, c'est-à-dire que le cœur, il n'est pas fait comme il fallait, qu'il y a des gros trous ou une chambre à la place de l'autre, là j'exagère. Hein. On s'organise en fait pour que quand bébé naisse, on soit prêt à corriger. Dans la presque totalité des cas, les cardiopathies congénitales sont bien tolérées dans les ventres de maman. La circulation n'est pas comme la circulation une fois qu'on est à l'extérieur. Ça fonctionne de façon différente. Et du coup, les cardiopathies qu'on a l'habitude de voir sont bien équilibrées dans les ventres. Et ça commence à poser souci une fois que bébé sort. Du coup, on décide de transférer bébé in utero, c'est-à-dire qu'en fait, on transporte maman vers l'hôpital où la prise en charge de l'enfant sera possible et bien adaptée. En France, ils ont le mérite d'avoir bien organisé la prise en charge de la transposition des gros vaisseaux pour ça, c'est-à-dire les vaisseaux du cœur, l'aorte qui amène le sang vers le cerveau et l'artère pulmonaire qui amène le sang vers les poumons sont inversés, sont montés à l'envers. Et de ce fait, en fait, une fois sorti du ventre de maman, la circulation bague parce que d'une part, vous avez la circulation qui devrait être systémique. Du coup, en fait, le ventricule gauche
donne origine à l'artère pulmonaire, alors qu'il devrait donner origine au vaisseau qui amène le sang vers le cerveau et les autres organes. Et ça tourne en rond parce que ça fait ventricule gauche, artère pulmonaire, poumon, oreillette gauche, ventricule gauche, et en fait, le sang oxygéné, il ne va pas ailleurs. Et d'autre part, vous avez le sang mauvais qui n'a pas d'oxygène, qui tourne en boucle de l'autre côté, parce que les vaisseaux sont inversés. Du coup, il faut détacher les deux vaisseaux, les remettre en bonne position. C'est quelque chose qu'il faut faire très vite à la naissance. Comment on fait? On pose diagnostic, on dit ce bébé il ira parfaitement bien par la suite, il y aura très peu de complications parce qu'on sait faire. On dit maman, vous allez accoucher à Marseille en telle date. On organise, on sort bébé et on s'occupe de la chirurgie parce que le chirurgien est au courant, l'équipe est en place, ils attendent bébé, s'il s'adapte bien. Alors, on attend la chirurgie qui sera faite dans les 24 heures. Et si bébé ne va pas bien, on est prêt avec des cathéters, des petits tuyaux qu'on remonte par les veines et les artères pour créer un trou qui va l'aider sur les premières heures. Et on part sur la chirurgie par la suite. En France, ils sont très forts pour les diagnostics anténatales et l'organisation en fait de la prise en charge de ce type de cardiopathie. Et c'est exceptionnel. Ça arrive, si la cardiopathie est vraiment très, très complexe, de demander d'interrompre la grossesse. C'est quelque chose d'exceptionnel, mais ça peut se voir aussi. Quand on dit à maman, ce bébé, il ne va pas s'en sortir au-delà de l'âge de 3-4 ans. Est-ce que vous voulez ça? Est-ce qu'on va interrompre la grossesse? Mais ça, c'est aussi notre rôle. Parce que cet enfant, il va avoir des premières années très, très difficiles. Et dans tous les cas, on sait qu'avec les moyens que l'on a, on ne pourra jamais lui offrir une vie normale. Et alors, à ce moment-là, on laisse quand même le choix aux parents de décider s'ils ont envie de choisir ce qu'il faut faire avec ce bébé. Oui. Vas-y. C'est une opération très délicate. Presque toujours. Les interventions cardiaques sont des interventions très délicates, dans la presque totalité des cas. Après, il y en a qui sont plus simples. On fait une grosse différence entre les cardiopathies simples et les cardiopathies complexes. Il y a deux grosses familles. Les cardiopathies simples sont des cardiopathies, en effet, avec très peu d'altérations en même temps et que les chirurgiens ont l'habitude de voir, que l'on voit le plus souvent. Et du coup, les chirurgiens qui ont l'habitude de le voir, c'est les chirurgiens qui ont l'habitude de faire ce type d'intervention et il l'a fait d'une façon excellente avec très bons résultats. Et ça reste délicat parce que c'est quand même une intervention au cœur. Ça l'est peut-être un peu moins par rapport à d'autres cardiopathies qui sont beaucoup plus complexes. C'est jamais anodin. C'est jamais anodin. Comment vous faites pour soigner le cancer? Le cancer? Je ne m'occupe pas des cancers. Après, on voit des enfants avec des cancers cardiaques. La plupart du temps, sont secondaires. Du coup, en fait, nous, on est un peu satellite d'autres spécialités. On fait un contrôle au niveau cardiaque. Mais on ne fait pas plus parce que l'évolution sur le plan cardiaque est en général est bonne si le cancer est bien pris en charge par ailleurs, en fonction de l'origine. Du coup, la plupart du temps, on ne s'occupe pas de ça. Après, ça existe les tumeurs cardiaques à proprement parler. Et à ce moment-là, s'ils sont très gros, il faut ouvrir, les enlever. Mais ce n'est pas comme les cancers d'autres organes. La plupart du temps, ça n'attaque pas les autres organes. C'est juste des grosses bulles que vous avez dans le cœur qu'il faut enlever parce que sinon le risque c'est que la pompe propulse cette bulle ailleurs et le gros risque c'est que ça la propulse dans le cerveau ou dans les poumons parce que là le risque est très élevé. Mais on parle de quelque chose de vraiment très exceptionnel. Dis-moi. J'ai encore deux questions. La première c'est vous êtes plutôt sur l'informatique ou quand vous travaillez, c'est quoi les objets que vous utilisez le plus? C'est vraiment ça. Stéthoscope, mes doigts, mes yeux et l'échographie. L'échographie, on ne peut pas s'en passer. Petit bébé, il ne te parle pas, il ne dit pas j'ai mal ici, j'ai mal là. Du coup, il faut bien le regarder, comment il est, quelle couleur il est. Il faut palper les foies, les pouls, il faut le peser, savoir s'il a grandi, grossi.
On va ausculter avec le stéthoscope et après c'est ça l'examen qui nous permet de voir son cœur et comprendre comment il fonctionne. Informatique, j'aime pas, je suis obligée, mais c'est pour dicter mes courriers, valider les courriers, regarder les mails. Et après, certes, c'est quand même un ordinateur qu'on utilise quand on fait une échographie, donc il faut savoir l'utiliser. Mais voilà, c'est pas qu'un ordi tout simple qu'on peut utiliser pour. Et est-ce que vous faites des césariennes? Non, ça c'est l'obstétricien, c'est notre spécialité. Moi, je m'occupe de bébé, je ne m'occupe pas de maman. Oui, c'est ça. Une fois que le bébé est dehors, là, je me l'occupe. Pierre? Avec vous, j'ai déjà perdu quelqu'un ou pas. Et est-ce que c'est de votre faute ou c'est... Alors, c'est très délicat. Non, pas de votre faute. Oui, non, mais je comprends. Vous n'avez pas réussi à... Non, ça m'est jamais arrivé. Et, déjà perdu un de mes patients. Non, je n'ai pas perdu des patients. Mais j'ai des patients très très graves. Et non, ce n'était pas de ma faute. Voilà. Ce n'est pas de votre faute, non. Je pas compris la question. Quelle est votre question, Pierre? Est-ce que vous avez déjà... Perdu un enfant, et c'était. Oui, tout à fait. Non, mais non, c'est une question légitime. Hein. Tu sais quoi? Si vous n'avez pas réussi à le soigner. Ça m'est jamais. Alors, j'ai des patients que j'ai. Alors, j'ai pas perdu des patients. J'ai pas raté des diagnostics. J'ai des patients avec des diagnostics très complexes pour lesquels on a tout fait. Moi, avec l'équipe des chirurgiens et les confrères associés, chez qui on a pu réparer les cardiopathies, mais chez qui on n'a pas eu une récupération de normalité, on retourne à la normalité. Et on n'a pas compris pour quelle raison. Ça nous arrive. Et c'est de ce fait qu'on est toujours à la recherche de la réponse qu'on n'a pas. Ça ne t'arrivera pas si tu as envie, en général, en tant que médecin, je pense, ça ne t'arrivera pas de perdre un patient si tu as... Bon, alors, on n'est pas Dieu. Quand les gens ils meurent, ça c'est normal. Les enfants, malheureusement, meurent aussi. Du coup, si c'est leur moment et on ne peut rien faire, mais de rater un diagnostic, de vraiment passer à côté, et ce sera pas parce que tu n'auras pas envie de le faire. Mais si on t'appelle et qu'il faut y aller, et que tu as des bonnes compétences, que tu recherches chaque jour, tu as la petite lecture du matin, c'est ça, le soir c'est aussi un peu ça, et que tu t'engages à fond, et que tu utilises toutes tes moyens, c'est difficile que l'enfant s'en aille quand ce n'est pas son moment. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? C'est très délicat. Après, encore une fois, on n'est pas Dieu, on ne peut pas tout réparer, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Mais si c'est passionnaire à l'enfant, au patient en général, et que tu es là pour faire quelque chose, t'apportes au mieux, c'est difficile de rater un diagnostic ou de faire de grosses erreurs. Très bien. Les enfants, je vous propose qu'on applaudisse pour que ceux qui puissent partir.